Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé complet d'Ici tout commence, épisode 1358. Un épisode lourd. Un épisode étouffant. Un épisode où rien n'explose vraiment mais où tout menace de s'effondrer. À l'Institut Auguste Armand, la tempête ne fait plus de bruit. Elle avance à bas bruit, insidieuse, implacable. Après le vandalisme de la voiture de Romain Valdine, la colère visible laisse place à quelque chose de bien plus dangereux, le doute, la peur, et surtout le mensonge. Au cœur de cette spirale, une femme vacille. Anaïs. Acculée par les soupçons, encerclée par les regards, pressée par l'institution, elle se retrouve face à un choix impossible. Dire la vérité, et condamner Billy à une exclusion immédiate du master. Ou se taire et trahir ce qu'elle est censée incarner. Anaïs choisit. Elle couvre Billy. Elle ment à Jeanne. Un mensonge lucide, assumé, mais lourd de conséquences. Car elle le sait, en franchissant cette ligne, ce n'est pas seulement sa fonction qu'elle met en danger, c'est toute sa crédibilité. Face à elle, Billy ne cherche ni pardon ni indulgence. Elle assume tout. Elle ne regrette rien. La voiture de Valdine vandalisée n'est pas une erreur, c'est un acte. Une rupture. Une réponse à l'humiliation. Et Milan, témoin de cet échange, comprend une vérité inquiétante, cette colère n'est pas prête de s'éteindre. Billy n'est pas dans l'apaisement. Elle est dans la fracture. Pendant que l'institut se fissure, ailleurs, la fatigue fait des ravages. Zoé est à bout, submergée par des responsabilités qu'elle n'arrive plus à porter. Lionel promet, disparaît, et laisse derrière lui un vide qui pèse lourd. Les erreurs s'enchaînent, la pression scolaire devient écrasante, et même en cuisine, la concentration lâche. Une seconde d'inattention suffit à provoquer un accident. Le corps rappelle brutalement que tout le monde est à bout. Et puis arrive le jour J. La cérémonie Excellence Palace, à l'hôtel Jourdain. Un décor parfait. Des sourires millimétrés. Des tenues impeccables. Un mur photo pour célébrer l'excellence, l'image, la réussite. Mais derrière cette façade, les tensions n'ont jamais été aussi vives. Romain Valdine impose sa présence aux côtés d'Anaïs. Une photo. Une proximité forcée. Un sourire qu'elle peine à afficher. Pendant que Bianca et Milan assurent le service avec rigueur, Andrea, pour la première fois, reconnaît le travail accompli. Anaïs a tenu. Jusqu'ici. Puis vient le moment que tout le monde attend. La remise des prix commence. Storek prend la parole puis cède le micro à celui qui cristallise toutes les tensions, Romain Valdine. Le chef visionnaire. Le provocateur. Le sale gosse. Valdine parle. Il évoque une année compliquée. Des épreuves. Des obstacles. Il se pose en survivant. La salle écoute. Et soudain tout bascule. Une image apparaît sur l'écran. Un mot s'impose, brutal, sans détour, agresseur. Des bruits stridents déchirent la salle. Le choc est total. Anaïs n'encaisse pas. Son corps lâche. Elle s'effondre. Le prestige se transforme en chaos. Les pompiers sont rappelés. La cérémonie vole en éclats. Ce qui devait consacrer l'excellence devient un cauchemar public. Et pendant que tout s'écroule à l'hôtel Jourdain, Oé encaisse un nouveau coup. Lionel n'est pas là. Elle est seule face à l'échec, à l'épuisement, à une nuit blanche qui l'attend. Un épisode tendu, oppressant, profondément humain, où chaque personnage lutte pour rester debout, alors que plus rien n'est sous contrôle. On revient sur tout, scène par scène, décision par décision, maintenant. À l'Institut, la tension ne retombe pas après l'acte de vandalisme. Au contraire, elle change de forme. Désormais, ce ne sont plus les cris ni les affrontements visibles qui dominent, mais les décisions silencieuses, lourdes de conséquences. Confrontée aux soupçons qui pèsent sur Billy, Anaïs fait un choix décisif. Face à Jeanne, elle ment. Elle couvre son élève du master pour éviter l'irréparable. Anaïs sait parfaitement ce que cela implique. Si Billy est dénoncée, elle sera automatiquement renvoyée du master. Et cette perspective lui est insupportable.
Malgré la pression, malgré les doutes, Anaïs refuse de sacrifier Billy. Une fois seule avec Milan, le masque tombe. Anaïs est à bout, profondément stressée. Elle lui explique qu'elle ne peut pas dénoncer Billy auprès de Jeanne. Ce n'est pas une question de loyauté aveugle, mais une limite morale qu'elle se refuse à franchir. En tant que directrice, elle est censée appliquer le règlement. En tant qu'être humain, elle refuse de briser définitivement une élève déjà profondément fragilisée. Mais la situation devient encore plus tendue lorsque Billy débarque. Billy ne cherche ni à se cacher ni à minimiser ce qu'elle a fait. Elle assume entièrement. Elle affirme sans détour qu'elle ne regrette pas d'avoir vandalisé la voiture de Valdine. Pour elle, ce geste est une réponse, une rupture avec la peur et l'humiliation. Elle ne recule pas, ne s'excuse pas, et ne demande aucune indulgence. Face à Milan, Billy pose toutefois une limite claire. Elle lui assure qu'elle ne fera rien contre lui. Par respect pour ce qu'il reste entre eux. Une amitié abîmée, fissurée, mais pas totalement effacée. Ce détail montre que, malgré sa colère et sa radicalité, Billy conserve un sens très précis de ses lignes rouges. Anaïs se retrouve alors prise en étau. Elle protège Billy au prix d'un mensonge qui peut lui coûter cher. Billy avance sans regret, prête à en assumer les conséquences. Et Milan, témoin de cet échange, comprend que la situation a dépassé tous les cadres habituels. À cet instant, il n'y a plus de bonne solution. Seulement des choix impossibles. Mais malgré les paroles de Billy, Milan reste sur ses gardes. Il la connaît trop bien pour croire que tout va s'arrêter là. Elle a toutes les raisons de continuer, de ne pas lâcher, de laisser sa colère s'exprimer encore. Cette certitude l'inquiète. Billy n'est pas dans une logique d'apaisement. Elle est dans une logique de rupture. Pendant ce temps, Lionel tente de gérer l'urgence du quotidien. Débordé, il demande à Zoé d'emmener Inès à l'école et de le remplacer au comptoir de Jude. Il lui promet que ce sera la dernière fois. Qu'ensuite, il ne lui demandera plus rien. Une demande presque suppliante, révélatrice de sa fatigue et de la pression qui pèse sur lui. Zoé accepte, mais l'équilibre reste fragile. À l'institut, la situation s'accélère brutalement. Jeanne et Andrea débarquent en cuisine. Leur ton est ferme, sans détour. Elles affirment à Anaïs et à Clotilde qu'elles sont certaines que Billy est la responsable du vandalisme de la voiture de Valdine. Les soupçons ne sont plus de simples hypothèses. Pour elles, la culpabilité ne fait plus aucun doute. Anaïs comprend immédiatement la gravité du moment. Sans hésiter, elle décide de couvrir Billy une nouvelle fois. Elle ment à nouveau. Elle affirme que Billy était en cuisine au moment où la voiture de Valdine a été vandalisée. Un mensonge précis, calculé, destiné à fermer toute possibilité de sanction immédiate. En faisant ce choix, Anaïs s'enfonce encore un peu plus. Elle protège Billy mais elle fragilise dangereusement sa propre position. La tension est maximale. Chaque parole peut désormais tout faire basculer. Et pendant que ces lignes de fracture se creusent, un nouvel incident éclate en cuisine. Joséphine brûle Gaspard par accident. Elle n'était pas concentrée. Son attention était ailleurs, happée par le regard de Lou pendant le cours. Une seconde d'inattention, et l'erreur est là. Le geste est involontaire, mais il révèle un trouble plus profond. Même en cuisine, les émotions débordent, perturbent, mettent en danger. La crise ne se limite plus à un seul conflit. Elle s'étend. Elle contamine tout. Mensonges, soupçons, fatigue, distraction à l'institut, plus rien n'est vraiment sous contrôle. Et chaque scène rapproche un peu plus les personnages d'un point de bascule dont personne ne sortira indemne. Billy retrouve Ferdinand à l'écart. Cette fois, elle ne tourne pas autour du pot. Elle se confie et lui avoue que c'est elle qui a détruit la voiture de Valdine. Les mots sortent d'un bloc, sans trembler. Elle est excédée, à bout. Ce qui la ronge le plus, ce n'est même plus ce qu'elle a vécu, mais de voir Romain passer pour la victime, d'être encensée, protégée, valorisée, alors qu'elle a dû se taire et encaisser. Ferdinand l'écoute sans l'interrompre. Il ne cherche ni à relativiser ni à moraliser. Il lui exprime clairement son soutien. Il est là, simplement, solidement.
Billy le regarde, ému, et lui confie à voix basse. C'est précieux de t'avoir en ce moment. Une phrase simple, mais lourde de sens. Dans le chaos qu'elle traverse, cette présence devient un point d'ancrage. Mais Billy n'est pas en état. Le coaching est donc reporté. La décision est prise sans débat. Son état émotionnel ne lui permet pas d'aller plus loin aujourd'hui. Le corps dit stop, l'esprit aussi. Pendant ce temps, une nouvelle difficulté surgit pour Anaïs. Milan la rejoint avec une information préoccupante, il y a une pénurie de truffes blanches. Une annonce qui tombe au pire moment. Anaïs comprend immédiatement l'ampleur du problème. Pour elle, il est hors de question de remplacer la truffe blanche par de la truffe noire. Un menu blanc ne peut pas supporter une telle entorse. Ce serait rompre l'équilibre, trahir le concept même du menu. La pression monte d'un cran supplémentaire. Mais Milan ne se contente pas d'apporter la mauvaise nouvelle. Il cherche une solution. Et il la trouve. Un fournisseur à Marseille accepte de faire un effort exceptionnel. Ils peuvent se retrouver à mi-chemin. Une option compliquée, contraignante, mais possible. Anaïs n'a pas le choix. Il faudra s'adapter, encore. Tenir. Avancer malgré tout. La fatigue gagne tout le monde. Billy vacille mais ne renonce pas. Anaïs s'accroche, même quand chaque obstacle semble s'acharner contre elle. Et autour d'elle, ceux qui restent encore debout tentent de maintenir l'équilibre, coûte que coûte. L'incident en cuisine n'est pas sans conséquences. Gaspard souffre d'une brûlure au second degré. Constance intervient immédiatement. Elle nettoie la plaie, lui fait un pansement et lui applique une crème adaptée. Le geste est précis, professionnel, mais son constat est sans appel. En observant la scène, elle réalise à quel point les élèves n'ont aucune notion de premier secours. Pour elle, c'est alarmant. Elle les considère comme de véritables dangers ambulants, capables de se mettre en péril et de mettre les autres en danger, au moindre faux pas. Cette prise de conscience la laisse profondément inquiète. Pendant ce temps, Zoé atteint un point de saturation. Elle est complètement dépassée. Entre les responsabilités qui s'accumulent, les imprévus et la pression scolaire, elle n'arrive plus à tout gérer. Voyant son état, Carla décide de l'aider pour son évaluation. Le sujet est exigeant, un plat terre-mer, Zoé expose ses idées, espérant un minimum de validation. Mais le verdict tombe, brutal. Carla juge ses propositions nulles. Rien ne va. Tout est à refaire. Aucune concession, aucune formule adoucissante. Pour Carla, le niveau n'y est pas haut et encaisse, déjà fragilisé. Cherchant une confirmation, ou peut-être un espoir, Carla demande ensuite l'avis de Stanislas. Sa réponse est tout aussi tranchée. Il confirme, c'est raté. Le diagnostic est clair, sans appel. Zoé comprend immédiatement ce que cela signifie. Elle est foutue. Le temps manque, les idées ne sont pas prêtes, et l'échéance est trop proche. Une nuit blanche l'attend. Pas par choix, mais par nécessité. Elle n'a plus d'autre option que de tenir, encore, malgré l'épuisement. La fatigue gagne du terrain. Les erreurs s'accumulent. La pression ne laisse aucun répit. À l'institut, chacun lutte à sa manière pour rester à flot. Et pour certains, la nuit ne fait que commencer. C'est le jour J. À l'hôtel Jourdain, l'atmosphère est solennelle, presque irréelle. La cérémonie Excellence Palace peut enfin commencer. Tout le monde est sur son 31. Les tenues sont impeccables, les gestes mesurés, les sourires calculés. Pour l'occasion, un mur photo a été installé, symbole de prestige et de reconnaissance. L'image compte autant que le fond. Mais derrière cette façade élégante, les tensions n'ont pas disparu. Au moment des photos, Romain Valdine impose sa présence aux côtés d'Anaïs. Il ne lui laisse aucune échappatoire. Elle se retrouve contrainte de poser avec lui, sous les flashs, alors que tout en elle se crispe. Le sourire est difficile à afficher. Chaque seconde paraît interminable. Cette proximité forcée est une épreuve supplémentaire, silencieuse, mais profondément violente. Pendant ce temps, Bianca et Milan assurent le service. Ils sont concentrés, appliqués,
conscients que la moindre erreur serait fatale. Malgré la pression, ils tiennent leur rôle, conscients de l'enjeu que représente cette journée. En coulisses, Andrea observe. Et pour la première fois depuis longtemps, elle lâche une reconnaissance. Elle admet qu'Anaïs a fait du bon travail. Une phrase courte, presque sèche, mais lourde de sens. Elle valide l'organisation, la tenue, la solidité du dispositif. Anaïs a tenu. Contre tout. Contre tous. Puis vient le moment officiel. La remise des prix Excellence Palace démarre. Le silence se fait dans la salle. Storek prend la parole, pose le cadre, rappelle l'importance de l'événement. Et très vite, il cède le micro à celui que tout le monde attend ou redoute. Le chef visionnaire Romain Valdine. Surnommé « le sale gosse », il s'avance sous les regards, sûr de lui, à l'aise, parfaitement conscient de l'effet qu'il produit. L'instant est suspendu. La scène est prête. Et Anaïs, comme beaucoup d'autres, comprend que le plus dur n'est peut-être pas encore passé. Romain Valdine prend la parole. D'un ton maîtrisé, presque solennel, il évoque une année compliquée, marquée, selon lui, par de nombreuses épreuves. Il se pose en survivant, en chef malmené par les événements, cherchant à capter l'empathie de la salle. Les regards sont attentifs, certains convaincus, d'autres plus réservés. Anaïs écoute, figée, consciente de la violence symbolique de ce récit qui efface tout le reste. Et puis tout bascule. Sur l'écran du vidéoprojecteur apparaît soudain une photo de Valdine. En lettres claires, sans détour, un mot s'affiche. Agresseur. Au même instant, des bruits stridents retentissent dans la salle. L'effet est brutal, immédiat. Le choc est total. Les invités se figent, les murmures explosent, l'ordre parfaitement orchestré de la cérémonie vole en éclats. Anaïs est submergée. La scène est trop violente, trop soudaine. Elle fait une crise et s'effondre. Le corps lâche avant même que l'esprit n'ait le temps de comprendre. Milan réagit aussitôt. Il réalise qu'elle va très mal et demande immédiatement qu'on appelle les pompiers. L'urgence est réelle. La soirée bascule du prestige au chaos. Pendant ce temps, ailleurs, Zoé encaisse un nouveau coup. Solal lui apprend que Lionel est parti faire un paintball au lieu de venir l'aider comme prévu. La fatigue accumulée se transforme en exaspération pure. Zoé n'en peut plus. Ses idées lui paraissent mauvaises, bancales. Elle comprend qu'elle doit tout reprendre à zéro. Le temps manque, l'énergie aussi. Solal et Inès assistent à son découragement sans savoir comment l'aider. Les mots manquent, les solutions aussi. Zoé est seule face à son échec imminent, piégée dans une spirale de stress et d'épuisement. La soirée censée consacrer l'excellence devient un cauchemar. Une image, un mot, un son et tout s'effondre. À l'Institut comme à l'Hôtel Jourdain, plus rien n'est sous contrôle. Et quand les lumières s'éteignent, il ne reste plus rien des apparences. Ce qui devait être une célébration de l'excellence s'achève dans le silence, le choc et la sidération. Une image. Un mot. Un effondrement. À l'Hôtel Jourdain, la façade du prestige a volé en éclats, laissant apparaître ce que personne ne voulait vraiment regarder en face. Anaïs, elle, a payé le prix fort. À force de tenir, de résister, de protéger, son corps a fini par lâcher. Ce malaise n'est pas un simple incident. C'est le symptôme d'une pression accumulée, d'un mensonge porté trop longtemps, d'un combat mené seul contre une machine qui ne pardonne rien. Elle a voulu sauver une élève. Elle a peut-être commencé à se perdre elle-même. Billy, de son côté, n'a rien renié. Sa colère est intacte. Brute. Incontrôlée. Et même entourée, même soutenue, elle reste au bord d'une rupture qui menace d'emporter bien plus qu'elle. Rien n'est réglé. Rien n'est apaisé. Ce qu'elle a déclenché dépasse désormais sa propre histoire. Autour d'elle, tout vacille. Zoé est épuisée, abandonnée face à ses doutes. Les promesses non tenues laissent des traces. Les nuits blanches s'annoncent comme des combats de trop. À l'Institut, la fatigue s'infiltre partout, provoque des erreurs, des accidents, des décisions irréversibles. Et ce qui frappe le plus, au fond, c'est ce silence après la chute.
Ce moment suspendu où plus personne ne sait quoi dire. Où les certitudes s'effondrent. Où chacun réalise que la ligne a été franchie. Cet épisode 1358 ne se contente pas de faire avancer l'intrigue. Il fracture les équilibres. Il expose les failles. Il pose une question brutale, jusqu'où peut-on aller pour protéger quelqu'un sans se perdre soi-même? Rien ne sera plus comme avant. Les conséquences ne font que commencer. Et dans Ici tout commence, quand tout semble s'arrêter, c'est souvent là que le pire commence vraiment.